Je vais passer la parole à Richard pour cette plénière sur l'économie. Voilà, merci. Merci Franck. Allez, 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 allez. Alors, aujourd'hui, c'est bien, on commence par être gai, par faire la fête, par mettre la bonne ambiance, parce que ça ne va pas durer. J'ai titré ça « Entreprendre dans les années 20, un mental de révolutionnaire », parce que les années 20, de 1920, on a appelé ça les années folles, et aujourd'hui, eh ben, ça va être quelque chose. Donc déjà, une question qui revient souvent, c'est pourquoi il y a des cycles économiques, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est plus compliqué qu'hier et plus facile que demain? Eh bien, parce qu'en réalité, la meilleure explication simple que j'ai trouvée, c'est Ibn Khaldun, donc qui est un penseur du XIVe siècle, donc ça ne date pas d'hier, qui expliquait très bien avec une métaphore en disant les temps difficiles créent des hommes forts, les temps forts créent des périodes de paix, les périodes de paix créent des hommes faibles, on est là, et les hommes faibles créent des temps difficiles. Et on reboucle. Et ça a l'air d'être un peu de la philo de Bartaba, mais en réalité, on est capable de tracer ça sur les graphes, et j'adore les graphes et les données. Donc ça, c'est Ibn Khaldun vu par Ray Dalio. Donc Ray Dalio, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'associé, le fondateur de Bridgewater. Donc Bridgewater, c'est un hedge fund qui agit sur les marchés obligataires. Donc c'est un gars dont le métier, c'est de gagner de l'argent en spéculant à la hausse ou à la baisse. Mais chez Bridgewater, ils font des modèles macroéconomiques très intéressants. Et Dalio, justement, s'est beaucoup intéressé et préoccupé des cycles économiques et de l'ascension et de la chute des empires. Donc c'est vraiment des travaux passionnants. Et là, on voit effectivement sur ce dessin, sur ce graphe, qu'effectivement, il y a des cycles. Alors plus ou moins longs, plus ou moins rapides, plus ou moins amples, etc. Donc c'est très intéressant, on voit qu'il se passe des choses. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, déjà, on peut voir, je prends les États-Unis comme exemple, parce qu'en fait, les États-Unis, ce qui est très intéressant, c'est que déjà, c'est le marché directeur depuis un siècle, bientôt un siècle et demi. Et on a une histoire continue, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été agressés sur leur terrain, à part Pearl Harbor le 11 septembre, mais on n'a jamais rasé les États-Unis, ils n'ont jamais cassé le mur de Washington, voilà, c'est assez stable, donc on peut vraiment voir justement ces tendances. Et puis, il faut le dire, ils ont les meilleures stats au monde, et c'est eux qui documentent le mieux leurs statistiques économiques, donc c'est très pratique pour causer. Et on voit qu'entre 1900 et 1945, ils ont connu une période de croissance et continue. Alors au XIXe siècle, ils ont aussi connu des belles périodes de croissance, mais c'était un autre contexte, déflationniste en l'occurrence. Bon. Donc là, on était clairement sur une période avec des hommes forts qui créaient des temps de paix. Et puis ça s'est un peu inversé en 1940. Et derrière, hop, on s'est aperçu qu'une fois que cette construction avait été réalisée, eh bien, on a une inversion. Et on perd par palier, on voit bien les paliers là sur le graphe, hop, chaque année, ils perdent en taux de croissance. Donc on voit bien cette nature du cycle sur la croissance des États-Unis. Après, j'étais un peu taquin et ce que j'ai fait, c'était de prendre le PIB américain en enlevant la dette publique, puisque je pars du principe qu'elle ne sera jamais remboursée parce que les États ne remboursent jamais leurs dettes. Les dettes, ça monte, ça monte, ça monte, et puis à un moment, on trouve le moyen de planter le système et de repartir plus ou moins à zéro en fonction des cas. Donc, je considère que la dette, en réalité, elle est déductible du PIB. Et là, on se rend compte qu'ils sont rentrés en décroissance réelle. On dit, ouais, il y a des partisans de la décroissance. Ça fait 50 ans que c'est le cas aux États-Unis. Et c'est à peu près la même chose chez nous. Il ne faut pas se leurrer. Mais voilà, on est sur une fin de cycle, pour de vrai. C'est-à-dire que les feux s'éteignent. On est sur les taux d'intérêt de la Fed, qu'ils soient nominaux, donc affichés sur l'étiquette, ou réels. On est sur une baisse. Et du coup, oui, les cycles. Et ce qui est intéressant de voir, maintenant qu'on a vu que finalement notre Ibn Khaldun, c'était pas si idiot que ça, son histoire, c'est comment ça se structure, ces cycles. Ça, c'est vraiment intéressant, parce que voir que ça baisse et que ça monte, tout le monde s'en est rendu compte. Mais Ray Dalio a dressé un profil archétypal, donc vraiment le truc de base, le schéma, c'est les fondements de l'ascension et du déclin. Et on observe, pour moi, 3 choses intéressantes. C'est qu'en premier lieu, je vais pointer là, comme ça vous verrez à l'écran,
c'est l'éducation qui part. C'est-à-dire, quand les hommes forts prennent le contrôle, ils commencent par éduquer les populations et le niveau d'éducation augmente. Alors, je ne reviendrai pas sur la méthodologie, hein, si vous voulez, vous irez voir son bouquin. Mais voilà, on a une montée en puissance de l'éducation. Et ce n'est qu'après ça qu'on a une montée en puissance des facteurs économiques en général et de la puissance militaire. C'est-à-dire que la puissance militaire, c'est le truc qui vous permet de ne pas vous faire détruire votre économie, basiquement. Ou alors de booster la vôtre en détruisant celle des autres. Mais ce n'est pas un facteur de croissance, c'est un facteur de garantie. Donc l'économie, en fait, monte après l'éducation, donc c'est vachement intéressant. Et surtout, la monnaie, en noir, la courbe noire sur la monnaie, on voit qu'elle démarre bien plus tard. C'est-à-dire qu'on acquiert le statut de réserve monétaire, de réserve de valeur, bien après qu'on ait fait nos preuves. D'abord, il faut produire, d'abord, il faut bosser, mais le travail précède la récompense, quoi. La crédibilité du dollar, elle n'est pas venue avant que les États-Unis soient devenus une puissance. Donc ça, c'est intéressant. Et ensuite, on arrive en haut de cycle. Là, tout va bien, on est dans le confort, on est dans la facilité. Et on voit forcément que les grandes dynamiques économiques déclinent. Donc l'éducation, ça fait longtemps qu'on s'est relâché. La production, ça commence. On invente les 35 heures. Tac. Au final, on se dit, ouais, c'est bon, maintenant on est riche, on peut quand même prendre le temps. Et là, à ce moment-là, il n'y a pas de son, c'est ça? Oh. Et du coup, non, pas de son. Hein? Ah, le replay, allez, on joue le replay. Et du coup, la décroissance commence par la décroissance économique. Et pour autant, l'illusion monétaire continue. C'est-à-dire qu'on voit la courbe noire qui continue à être très élevée. Donc les gens ont confiance dans la monnaie. La confiance, en fait, ça ne part pas comme ça. C'est même le plus solide une fois qu'on l'a acquise. Par contre, on voit que ça s'effondre très vite quand elle est perdue. Alors là, ça ne traîne pas, quoi. C'est le facteur qui s'effondre le plus vite. Et je trouve ça génial, parce que ça, c'est une synthèse d'une quinzaine de civilisations sur 1500 ans, je crois. Donc, c'est assez robuste, et moi, j'ai vraiment l'impression que ça recoupe effectivement ce qu'on est en train de vivre. Donc voilà ce que c'est que les cycles. Et alors, quand on est dans cette phase de déclin, quelles sont les solutions que mettent en œuvre les États? Parce que c'est intéressant. La solution, c'est d'instaurer des faux prix, c'est-à-dire au lieu de se remettre en question, d'innover, on y reviendra, donc de taper sur le fond du sujet, en réalité, on instaure des faux prix. Et le premier des faux prix bien connu, c'est l'inflation. C'est-à-dire quand vous créez de l'inflation en imprimant des billets ou par diverses façons, il y a plusieurs techniques, en fait, vous dégradez la valeur de votre monnaie. Donc au final, on ne compare plus les choses de la même façon et ça permet de cacher la misère sous le tapis. Quand vous avez une monnaie fixe, vous avez 21 millions de jetons et puis tout le monde joue avec, si vous produisez de plus en plus de biens, les prix diminuent. Et vous devez lutter contre ça en investissant dans des choses vraiment utiles. Alors que quand on a de la dette, une façon plus simple de l'éliminer, c'est de payer en monnaie de singe. L'inflation, c'est de la monnaie de singe. On rajoute des billets dans le pot du Monopoly. Donc voilà, un premier faux prix. Et du coup, il y a d'autres actifs qui montent. Si l'argent, il y a la loi de Gresham qui dit la mauvaise monnaie chasse la bonne. Et on voit effectivement que la bonne monnaie chasse la mauvaise. On voit que lorsque la valeur de la monnaie diminue, on a des actifs qui montent, parce que les gens s'en rendent compte au bout d'un moment. Ils ne sont pas complètement stupides. On leur fait le coup depuis les Romains. Donc, intuitivement, on sait. Donc, on voit des choses comme l'or qui monte. Ou, après, ça dépend où est-ce qu'on injecte l'argent. Ça peut être l'immobilier, ça peut être les actions, ça peut être... Mais ça introduit, du coup... introduire des faux prix introduit des conséquences, aboutit à des conséquences avec lesquelles on ne peut pas négocier, ou très difficilement. Donc le prix de l'or, il s'envole depuis 2020 et on a des modèles qui permettent d'expliquer que l'or s'envole quand la monnaie est mal gérée. Chez Gafcal, ils ont démontré ça de façon brillante. On y reviendra. Mais voilà, donc c'est faux prix. Ensuite, dans les faux prix, mais vraiment ouverts, on a les taux d'intérêt. C'est très intéressant, les taux d'intérêt, parce que ça nous raconte une histoire. Un taux d'intérêt, de base, c'est fait pour fixer le prix de l'avenir. Donc, quand ça vaut 8% ou 4% ou 2%, je suis obligé de me projeter
en disant ouais, alors bon, si je dois lui en rembourser 2%, c'est pas la même chose que 8. Donc on est vraiment dans c'est le prix de l'avenir en économie. Et ils prennent en compte plusieurs facteurs. Un taux d'intérêt, dedans, il y a plusieurs composantes. Le premier, c'est le risque de ne pas être remboursé. Quand la Grèce était au plus mal dans la crise européenne, eh bien, les taux d'intérêt en Grèce sur les obligations sont montés à 25%. Parce que les marchés disaient à ce rythme-là, dans 4 ans, ils ne sont plus là, quoi. Je caricature, mais quand on est à 25% de taux d'intérêt, c'est qu'on est en train de jouer la fin de partie, quoi. Donc, dans le taux d'intérêt, il y a la composante du risque de défaut. D'ailleurs, normalement, c'est une petite blague, mais quand vous coulez une boîte et que vous ne pouvez pas rembourser votre prêt, eh ben, on vous fait suer sang et eau pour rembourser le capital, alors que, bon, normalement, dans le taux d'intérêt, vous avez déjà payé le risque de ne pas rembourser. Donc, on pourrait accepter l'idée de dire, quand on fait faillite, on repart, on vous prend tout et on repart à zéro. Et on ne vous poursuit pas pendant 30 ans ou 40 ans sur tous vos prochains revenus, puisqu'en fait, vous l'avez payé, votre risque de faillite. Moi, je dis ça, je dis rien après. Voilà. Et dedans, il y a aussi le risque de l'inflation. Quand l'État, parce que c'est l'État qui fait l'inflation, parce que si vous imprimez de la monnaie chez vous, c'est prison directe. Quand l'État imprime de l'argent, on se dit que ça va dégrader la valeur, et du coup, les banquiers, les financiers se disent, bon, alors lui, s'il fait du 3%, il faut que j'en remette tant dans mon taux d'intérêt. On le prend en compte, ça. Mais c'est un facteur dont on pourrait se passer, en fait. Si on avait une monnaie correctement gérée, on pourrait se passer de ça. Mais ce n'est pas le cas. Et puis, enfin, le taux d'intérêt, il rémunère aussi l'épargne. Et c'est la contrepartie de l'investissement, l'épargne. On ne peut pas investir sans investissement. Jusqu'à ce qu'on investisse en argent dette, mais c'est encore autre chose. Et rémunérer l'épargne, c'est une fonction mais très importante en économie, parce que si vous ne pouvez pas épargner, et si vous n'êtes pas rémunéré pour ça, si vous n'êtes pas en sécurité là-dessus, vous ne pouvez pas entreprendre. Pour entreprendre, à la base, il faut quand même des gens qui vous donnent des moyens, des capitaux, des machines, voilà. Et ça se traduit essentiellement par de l'argent. Donc la rémunération de l'épargne, quand on dit on peut baisser les taux d'intérêt, de toute façon, il y a que les rentiers qui gagnent de l'argent avec ça. S'ils sont à zéro, c'est pas grave, ils iront bosser. Non, parce qu'en réalité, l'épargne sert justement à financer l'investissement, quoi qu'on en dise. Et plus que ça, si vous tuez l'épargne, vous déréglez il n'y a plus d'économie en fait s'il n'y a pas d'épargne, tout simplement. Donc c'est très grave en fait le taux d'intérêt. Et c'est pour ça qu'au final, on arrive à la conclusion que les taux d'intérêt, ils équilibrent l'emploi de l'épargne avec les investissements nécessaires. C'est Maurice Allais qui disait si tout le monde épargne, plus personne consomme et du coup on se casse la figure. Et puis si personne n'épargne parce qu'il consomme tout, on fait plus d'investissement et ça se casse la figure. Donc le taux d'intérêt, c'est le bouton, le curseur qui permet de régler ça finement normalement. Donc quand il y a besoin un peu plus de là, il s'ajuste par des mécanismes de marché pour que l'économie fonctionne du mieux possible. Et d'ailleurs, c'est Knut Wicksell, qui est un économiste, il était du Nord, je crois, il était suédois, je crois, très peu connu, mais très intelligent, qui expliquait que les taux d'intérêt, le juste niveau des taux d'intérêt, c'est quand ils correspondent à la productivité des entreprises moyennes du pays. En gros, si les entreprises en France sont capables de faire du 2% par an, il faut prêter à 2%. Il faut que ça se suive, en fait, parce que si ça se désynchronise, ça ne se passe pas bien. Donc, c'est fondamental, les taux d'intérêt. Donc voilà, si les taux sont trop hauts, ça veut dire qu'il y a des entrepreneurs qui ont des bonnes idées. Les taux sont à 6%, et puis vous, quand vous avez un business à lancer qui rapporte 4% par an, vous dites l'argent est trop cher, je passe la main. Donc vous avez un potentiel non réalisé d'investissement et d'entrepreneuriat. Et à l'inverse, si les taux sont trop bas, donc vous avez des projets à 6%, mais les taux d'intérêt sont à 2%, vous allez avoir les investisseurs qui, eux, leur but, c'est de prendre le moins de risques possible en fonction des gains réalisés, qui vont dire, la start-up, là, 8%, c'est très bien, mais moi, je peux racheter une boulangerie en empruntant 2%. La boulangerie, elle fait du 4%. Moi, je me fais 2 sans risque, parce que la boulangerie, ça fait 50 ans qu'elle est là, et puis le pain, on n'est pas prêt de s'en passer. C'est beaucoup moins risqué que la start-up, donc du coup, ça fait monter le prix des actifs. On a des hôtels, les prix des hôtels sont envolés, le prix de l'immobilier s'est envolé, parce que quand il y a une asymétrie entre le taux d'intérêt et la rentabilité de l'économie, on investit dans ce qui est sans risque. Donc l'immobilier, ça a un rendement de 3%, je peux emprunter à 2%, j'achète de l'immobilier, puis je suis perché, personne ne m'en veut.
Et du coup, on se retrouve avec des prix de l'immobilier qui explosent. Et les jeunes ne peuvent plus se loger. Donc c'est sensible les taux d'intérêt et je le dis avec beaucoup d'émotion parce que ça m'ulcère en fait depuis qu'ils massacrent les taux d'intérêt et tout le monde me dit mais je comprends pas pourquoi il s'énerve. Parce que c'est important. Voilà, donc ça c'était Maurice Allais. Si on consomme tout, ça marche pas et si on investit trop, ça marche pas non plus. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Les taux sont forcés à la baisse par les banques centrales. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça se produit partout en Occident. C'est-à-dire, quand je dis Occident, c'est Europe et États-Unis. En Asie, c'est différent. Mais au Japon, c'est pareil, mais ils ont démarré avant nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire qu'on a vu au début dans le graphe que le PIB baisse structurellement pour des raisons fondamentales qu'on a évoquées avant, donc, et sur lesquelles on va revenir, mais de manque d'innovation et de manque de remise en cause et de confort. Et du coup, comme on n'a pas envie de gagner moins, eh ben, on s'est endetté. Et c'est là où, quand on enlève la dette du PIB, on dit bah, on est en décroissance en vrai. Mais pour l'instant, la décroissance, elle est financée par les gens qui nous prêtent l'argent. Alors avec le Covid, ça a changé parce qu'on s'est auto-prêté de l'argent. On a imprimé, c'est 90% de l'argent dépensé pendant le Covid, je crois, est issu de la BCE ou de la Fed. C'est à peu près les mêmes proportions. Mais avant, on empruntait sur les marchés. Donc, et il se trouve qu'à un moment, le banquier central, il se dit oui, mais moi, avec une croissance de l'économie de 2%, la fameuse croissance économique dont on entend parler tout le temps, si les taux sont à 3 et que je suis endetté à 100%, ça marche plus. Du coup, il faut baisser les taux. Alors que la bonne réponse, il faut se mettre au boulot. Mais non, là, ils se sont dit, on va baisser les taux, c'est plus simple. Et ça permet en fait de maintenir l'illusion qu'on va rembourser, de baisser les taux. Parce que quand vous baissez, il faut savoir que les États ne remboursent jamais leurs prêts. C'est-à-dire qu'ils ne payent que les intérêts. Donc, quand on vous prêtez 1 million à l'État français, eh ben, il les dépense tout de suite. Après, il paye l'intérêt tous les ans. Et quand vous lui dites faut rembourser mon million, il lui dit attends, t'as pas 1 million toi là-bas. Et hop, il le reprend à l'autre et il le prend à Paul pour le redonner à Jacques. Ça s'appelle rouler la dette. Et puis il enroule un petit peu plus à chaque fois. Donc baisser les taux, une fois que les taux sont à zéro, vous pouvez vous endetter autant que vous voulez puisque ça ne vous coûte plus rien parce que vous ne payez pas le principal. Donc c'est un peu la réponse à tout depuis, surtout depuis 2008. Du coup, c'est plus de l'épargne qui est investie, mais de l'argent créé. Et l'argent créé, c'est bien moins précieux. Donc on se retrouve avec beaucoup d'argent créé qui flotte en l'air et qui est investi un peu partout. Cet argent-dette va alimenter des bulles pour les raisons que je vous dis, puisqu'on a cassé les taux d'intérêt. Donc forcément, il ne faut pas s'étonner que ça passe dans l'immobilier et les marchés. Et les rachats de titres. Les entreprises aux États-Unis ont fait beaucoup ça, c'est-à-dire que quand vous n'avez plus de perspective d'investissement sur votre marché, parce qu'il est saturé, parce que vous n'avez pas d'innovation, parce que ci, parce que ça, mais que vous avez du cash, qu'est-ce que vous dégagez des profits, vous en faites quoi ? Vous rachetez vos titres sur les marchés actions. Donc les actionnaires sont très contents parce que ça fait monter les cours. Et le PDG, il est super content parce que comme lui, ses primes, elles sont indexées sur les actions, c'est peut-être lui qui gagne le plus. Donc tout ça est très mal... de toute façon, c'est pas compliqué. Avoir du papier imprimé sans contrepartie et sans travail, ça ne peut être que malsain. Là, tout ce que je fais, c'est vous égrener les conséquences de ça. Voilà. Et au final, au bout du bout, qu'est-ce qui se passe ? Les tissus économiques s'atrophient. Parce que les gens qui ont des idées n'ont pas de financement, et les gens qui ont de l'argent, ils l'investissent dans des bulles. Donc forcément, à un moment, ça ne fonctionne plus. Et l'atrophie du tissu économique, c'est quelque chose qu'on peut représenter avec la zombification de l'économie. Alors ça, c'est un terme qui a été inventé dans les années 70, je crois. Et vous êtes une entreprise zombie quand vous payez plus d'intérêts sur votre dette que vous ne faites de bénéfices. D'ailleurs, vous vivez sur la trésor, quoi. Et à chaque fois que vous êtes à 2 doigts de couler, les taux d'intérêt baissent et du tout vous vous endettez, ou il y a un PGE, ou il y a un je sais pas quoi. Enfin voilà, vous êtes tenu par le cash en dehors de la faillite. Et les entreprises zombies en Europe, c'était entre 10 et 15% avant le Covid. Et déjà, moi, à l'époque, j'avais fait des vidéos en disant « Mais c'est affreux !» Il y en a partout. Le jour où ces gars-là font faillite, ça va mettre un bazar phénoménal. Parce que le gars qui fait faillite, c'est le fournisseur de quelqu'un et c'est le client de quelqu'un. Donc plus ils sont nombreux à faire faillite, et plus c'est dangereux pour les entreprises qui vont bien.
Donc c'est vraiment comme les zombies. Une fois que vous êtes mordu par un zombie, bah, vous devenez un zombie et c'est affreux. Donc je trouvais ça déjà beaucoup, mais là, pendant le Covid, ça a évidemment énormément accéléré les choses puisqu'on a carrément fermé les boutiques. Donc, mais c'est à ça qu'on arrive. Donc du coup, le problème, c'est que la croissance économique aussi du coup se ratatine, puisque les gens qui courent après le cash pour ne pas couler, bah, c'est pas forcément les gens les plus productifs et les plus innovants. Et la croissance économique disparaît, et puis on a un ministre qui vient nous expliquer régulièrement qu'il va relancer la croissance. Mais il ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Et le deuxième taux qu'on a faussé, alors ça surtout en Europe, c'est le taux de change. Puisque en inventant l'euro, qui est une création politique, c'est pas une création. On n'avait pas besoin de l'euro structurellement. Je veux dire, c'est pas les pays qui se sont organisés parce qu'ils avaient un besoin pour fixer leur parité de taux de change. On a dit politiquement, ce serait bien de faire l'euro. Bon, c'était un choix politique. Et là, le problème, c'est que le taux de change, à quoi ça sert? C'est pareil, c'est pas une fantaisie. Le taux de change, c'est le prix qui vous dit ce que vous devez fabriquer chez vous ou ce que vous devez acheter chez le voisin. Si le taux de change entre l'Italie et l'Allemagne est bas pour les Italiens, eh ben, ils peuvent s'acheter plus facilement une Mercedes qu'une Fiat. Et si le taux de change est trop haut, eh ben, ils s'achètent une Fiat et puis la Mercedes, c'est seulement pour les plus aisés. Donc le taux de change, le taux d'intérêt vous permet de vous projeter dans le temps en tant qu'entreprise, et le taux de change vous permet de vous projeter dans l'espace. Et ça vous dit où est-ce que vous mettez l'usine. Donc c'est clé en fait. Jouer avec le taux de change, c'est loin d'être anodin. Et du coup, le taux de change, il équilibre le commerce entre les deux pays. En fonction de son niveau, il y aura plus ou moins de flux entre les deux pays. Donc c'est pareil, c'est un prix qui est absolument clé. Et si vous bidouillez le taux de change, vous organisez des transferts de richesse. Et d'ailleurs, moi j'ai entendu ça longtemps quand j'étais à la fac, à l'université. Là, on nous disait dans les écoles, bah oui, mais est-ce qu'il faut une politique de change faible ou de change haut? Comme si un politicien pouvait décider de la performance d'une économie par rapport à une autre, d'avoir tous les paramètres qui sont en jeu pour dire, là, il faudrait baisser de 3%, ça va mieux se passer. C'est compliqué parce que si vous baissez le taux, vous avez de la richesse qui quitte le pays et qui va vers un autre. Donc avec l'euro, on a tout fixé à 1. et l'idée de l'euro, c'était de se dire, non mais en fait, on va leur expliquer, on va tout figer, on va boulonner les taux de change, et mécaniquement, les productivités vont s'aligner. C'est-à-dire que le grec, quand il va voir que son niveau de vie diminue et qu'il perd son taf, parce que les usines partent en Allemagne, il va se mettre à bosser. Il va dire, ah bah non, là, je rentre dans la compétition avec les Allemands parce que on est dans la mondialisation, dans l'Europe, il faut se mettre au boulot. Mais en fait, non, pas du tout. On s'est aperçu que quand on a fixé le taux de change, donc ça, c'est une étude de GAFCAL qui a été réalisée suite à... À un moment, on disait ça a coûté 70 000 euros aux Italiens et 56 000 euros par Français l'euro. Et en fait, il a refait ça de façon empirique pour ne pas rentrer dans tous les problèmes de méthodologie qui avaient été mis en cause à l'époque. Et il dit, si on regarde les tendances de croissance à long terme, la tendance de croissance à long terme de référence, c'était les Pays-Bas. Parce que l'Allemagne, la tendance de long terme, elle était un peu perturbée avec la chute du mur de Berlin et la réunification. Et les Pays-Bas ont une structure économique très proche des Allemands, donc culturellement et économiquement. Donc c'est la référence. Et on voit qu'eux ont plutôt profité de l'euro. Et à l'inverse, vous avez la France et l'Italie qui, eux, ont vu leur PIB par tête décrocher. Parce qu'il y a eu des transferts de richesse. La productivité française, italienne et grecque ne s'est pas du tout alignée sur la productivité allemande. Bon, il n'y a pas que les Allemands, il y a aussi les Pays-Bas, les pays du Nord, enfin voilà, on va dire le Nord, pour choquer personne. Et au final, c'est juste la richesse est partie. Donc la conclusion de ça, c'est finalement peut-être qu'un peuple, si on le force à aller dans un sens, des fois il veut pas. Et puis ça s'est vu, c'est très sensible quoi. Donc au final, vous avez les usines qui partent au nord. Donc l'entrepreneur allemand, lui, il fait fortune parce que il vend dans toute l'Europe parce que du coup, ses voitures, il les vend pas cher puisque les taux de change sont fixés.
Donc l'entrepreneur allemand est riche alors que l'entrepreneur du Sud, eh ben, lui, il voit son usine partir, couler parce qu'il n'est pas compétitif. Et à l'inverse, comme vous avez déstabilisé les structures économiques du pays, vous avez la dette des pays du Sud qui s'envole, parce que les marchés disent bah, attendez, là, le PIB, s'il commence à se casser la figure et si les usines s'en vont, c'est plus 2% ou 3% d'intérêt qu'on veut. Nous, on veut plus, ce qui est passé avec la Grèce. Et à ce moment-là, vous avez la BCE qui dit bah, attendez, moi j'ai la solution, je vais sauter à pieds joints sur le taux d'intérêt, et comme ça, ça va tenir, les pays ne vont pas sauter. Les marchés obligataires vont tenir parce qu'on aura écrasé les taux d'intérêt. Mais le problème, c'est que quand on écrase le taux d'intérêt, on tue l'épargnant allemand qui, lui, travaille et quand il place son argent, on lui dit ça fait 0,5%. Il dit ah bon, ça a baissé. Et puis, par contre, le rentier italien, lui, il continue à gagner 0,5 ou 1%, mais il est payé en euros, donc en Deutschmark, quoi. Donc vous avez le rentier italien qui, lui, s'enrichit. Le meilleur placement depuis les années 2000, c'est la dette italienne. Vous avez acheté de la dette italienne en 2000, eh ben, vous faites mieux, je crois même que vous faites mieux que l'or. Parce que le taux d'intérêt italien était peut-être à 5-6%. Aujourd'hui, il est à 0, donc les obligations italiennes ont explosé. Et puis, le taux d'intérêt allemand, lui, il était déjà pas bien bas, enfin pas bien haut. Et au final, le rentier italien s'est enrichi aux dépens de l'épargnant allemand. Donc on se rend compte qu'en fait, on a complètement disloqué les fondamentaux en fait, de chaque économie en Europe. Alors nous, on s'en sort un peu mieux parce qu'on est les meilleurs des mauvais en fait. Voilà. Si on coupe l'Europe en deux en termes de discipline, si on faisait l'Europe du Sud, on serait peut-être les premiers de l'Europe du Sud, quoi. Oui, mais on a quand même beaucoup perdu. Le pire étant les Grecs, mais les Grecs, on n'en parle plus parce qu'ils sont cuits, les pauvres. Leur situation continue de se dégrader. Hein. Le PIB rétrécit et leur dette reste stable. Donc du coup, ils boivent le bouillon. Et avec le Covid, je ne sais pas comment. Hein. C'est un vrai drame, la Grèce. Donc au final, on constate sur les balances intra-européennes, ce qu'on appelle le Target 2, vous avez des gros excédents, c'est les pays du Nord. Et puis vous avez des gros déficits, c'est les pays du Sud. Alors, ce n'est pas une dette. Hein. Target 2, ce n'est pas une dette parce qu'il n'y a pas de remboursement à attendre. On constate, en fait, c'est une balance. Et en théorie, à la base, là, au projet, au tout début, ils disaient un coup, il y en a un qui va faire plus, et puis les autres, ils vont s'adapter, et du coup, ce sera l'autre qui fera moins, et on va s'adapter par la compétitivité, quoi, la productivité. Et en fait, non, pas du tout. On se retrouve avec des soldes complètement abyssaux. En attente de savoir qu'en faire. Et d'ailleurs, les Allemands demandent régulièrement, alors Target 2, ce serait bien qu'on en fasse un Target 3, puis qu'il soit collatéralisé celui-là, c'est-à-dire qu'on paye les déficits à un moment, parce que nous, ça commence à nous faire peur. Donc voilà. Donc, au final, l'euro est condamné, non pas parce que je suis de gauche ou de droite, on s'en fiche, et que j'ai une opinion politique. Elle est condamnée parce que ça colle juste pas à la réalité. Et même pour les pro-euro qui avaient mis tout leur cœur dans cet espoir, en fait, la démonstration que ça ne marche pas, c'est que les populations ne s'ajustent pas aux décisions politiques. Voilà. On leur dit maintenant c'est comme ça, ils disent non, on va continuer à faire comme on avait envie. Donc c'est pour ça que c'est condamné en fait. Dans des zones hétérogènes, donc comme l'Europe du Sud et l'Europe du Nord, pour faire caricatural, vous ne pouvez pas avoir un système qui marche si vous n'avez pas une solidarité budgétaire. Parce que vous allez me dire, l'euro, avant le franc, c'était pareil. Je veux dire, les gars du Nord, les Parisiens, ils payaient pour les Corses ou les Bretons ou les Corses. Et il y a toujours eu des zones riches et des zones pauvres dans chaque pays. Il y a l'Italie du Sud, l'Italie du Nord, etc. Mais la grosse différence, c'est que Paris, Rhône-Alpes envoient de l'argent dans la Creuse tous les ans. Et il y a un SMIC commun, il y a des allocations sociales communes, il y a des filets de sécurité parce qu'on se dit que dans la Creuse, il n'y a plus de mines. Dans la Corse, c'est les Corses. Et qu'au final, le désir de vivre ensemble, il est plus fort que ces petits problèmes d'argent. Donc on envoie de l'argent. C'est une solidarité budgétaire. Mais en Europe, il n'y a pas de solidarité budgétaire. On se met une éventuelle solidarité sur les dettes, parce qu'on sait qu'on ne les paiera pas, et que c'est plus tard et qu'on verra. Mais il n'y a aucun transfert budgétaire de l'Allemagne. Il faudrait que l'Allemagne envoie 8 à 10% de son PIB dans les pays du Sud pour que ça tienne, cette histoire.
je suis pas sûr que les Allemands ils soient chauds pour envoyer 8% ou 10% de leur richesse produite chaque année en Grèce ou en Italie. Donc, et d'ailleurs, je dis ça en blaguant, mais il y avait eu des titres pendant la crise de 2012, cinglants en Allemagne. Je crois que c'était Handelsblatt ou Bild, je crois, qui avait fait des titres, mais avec ça confinait presque au racisme anti-grec, anti-italien, parce que les gars ils disaient mais c'est quoi cette folie quoi, on paye à vide. Et là on dit c'est pas faux. Mais voilà, ça crée de la haine en fait, tout ça, ça crée du ressentiment et c'est embêtant quand même. Donc le rêve pour moi de l'euro perdu, même pour les euros convaincus, c'est cette fameuse convergence qui n'a pas eu lieu. Alors les conséquences, c'est-à-dire comment on s'en sort de tout ça. 3 possibilités. Le fédéralisme européen, dont on vient de parler. Le fameux saut en avant, ou bond en avant, pour ceux qui se souviennent de Mao. On fait le saut européen et puis on instaure une solidarité budgétaire. Ça marcherait dans les comptes. Voilà. Après, le risque de ça, c'est de clochardiser, entre guillemets, une partie de l'Europe du Sud en envoyant de l'argent et que ça ne remonte pas. Parce que c'est le désir de vivre ensemble. Mais peut-être que ça marcherait, après tout, j'en sais rien, on ne l'a pas fait. Mais voilà, ça c'est le premier choix pour équilibrer, pour fonctionnaliser le bazar, c'est la solidarité. Le problème, c'est que dans les pays du Sud, du coup, il n'y aura plus d'industrie. Puisque vous gardez un taux de change à 1, donc il y aura un RSA européen, mais il n'y aura plus d'usine au Sud. Donc, bon, pas sûr que les gars du Nord... Dans le Sud, je pense que ce serait assez accepté. Mais les pays du Nord, je sais pas. L'humour allemand a ses limites. Et puis, sinon, la deuxième grande solution, c'est l'austérité pour les pays du Sud. Donc ça, c'est la méthode qu'on a appliquée en Grèce. Puisque la convergence ne se fait pas naturellement, on va la faire à coups de bâton. On va y aller avec 3 gars en costard, un à la BA, au FMI, à la BCE, et puis je crois que c'est un représentant de l'Union européenne, le 3e. Et puis on va taper sur les crânes. Alors tu me vires tant de pourcents de fonctionnaires, tu me coupes les aides, voilà, l'austérité. Et le problème de l'austérité, le chemin de croix, donc, que j'ai appelé, il y a des moments dans l'histoire où il y a des périodes difficiles. Je veux dire, quand vous sortez d'une guerre ou quand il y a une épidémie ou je ne sais pas quoi, il y a des situations où c'est compliqué, il faut couper de partout. Mais c'est la fatalité qui nous tombe dessus et du coup tout le monde se dit ah bah ouais là du coup on n'a pas eu de bol. Mais quand c'est votre voisin d'à côté qui vient avec la matraque en te disant écoute t'as rien compris, moi je vais te faire comprendre à coup de masse. Socialement, c'est beaucoup plus compliqué de mettre tout le monde au boulot, quoi. C'est plus facile de vendre une reconstruction après une catastrophe que de vendre une politique d'un sachant qui descend du Nord en disant mais si, tu vas voir, ça va bien se passer. Donc, les gars se prétendent sachants et prêteurs, il n'y a pas de problème. Puis de toute façon, ils ne prêtent pas leur argent. Donc. Mais oui, ils arrivent en disant nous, on sait. Voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, je me souviens d'une interview de Strauss-Kahn, Dominique Strauss-Kahn, qui disait mais quand on est arrivé, donc sous-entendu quand je suis arrivé en Grèce, vous vous rendez pas compte, 3 jours plus tard, ils ne pouvaient pas payer les fonctionnaires. Heureusement qu'on est arrivé. Sinon, c'était la catastrophe. Il n'a même pas eu l'idée qui lui traversait l'esprit de dire ah tiens finalement c'est peut-être l'euro, parce que si les gars avaient encore leur machine à imprimer des drachmes, ils auraient tout simplement imprimé des billets, donc ils auraient fait comme d'habitude, ils auraient dévalué en imprimant de l'argent. Donc quand vous imprimez, vous appauvrissez tout le pays. Et ça se faisait toujours par palier. Moi, quand j'étais gamin, je me souviens, tous les 3 ans, il y avait une dévaluation de la lire. C'était le sport national. À chaque fois qu'on allait en vacances, c'était de moins en moins cher à chaque fois. Mais c'est leur problème déjà. Ils s'arrangent entre eux. Et il y a toujours un fonctionnement local. Il y a toujours des usines en Italie. Il y avait toujours une vie en Italie. Donc c'est très différent de venir se faire torturer par le gourou en chef pour qui vous n'avez même pas voté en plus. Hein. Donc, le FMI, ils n'avaient pas voté pour, à la BCE, la Commission, vous ne votez pas non plus. Hein. Donc l'austérité, en fait, c'est... Là, sans prendre parti, je veux dire, techniquement, le gros problème, c'est que ça ne passe pas, en fait. Vous tapez sur les gens, c'est compliqué. Donc... avec des taux de change, oui c'est ça, je dis, avec des taux de change flottants, ce qu'on disait, c'est que vous n'êtes pas pauvres pareil. Les Italiens et les Grecs, dans tous les cas, ils étaient plus pauvres que les Allemands ou les Français. Mais ils avaient du boulot. Ils avaient des usines. Alors, elles fonctionnaient comme des usines grecques. Bon, voilà, mais ça fonctionnait. Il y avait un minimum. Et tout le monde se partageait ce minimum. Quand vous mettez l'euro,
Ben, ça veut dire que celui qui gagne bien sa vie, le fonctionnaire, il va pouvoir s'acheter des voitures allemandes. Je dis le fonctionnaire parce que lui, son salaire est fixe. Et comme l'euro est fixé sur tous les pays, ben, du coup, lui, son pouvoir d'achat ne baisse pas. Plus les Allemands travaillent, moins ils vendent des voitures chères ou des trucs parce qu'il y a des gains de productivité. Et lui, plus il en profite. Donc tout va bien. Mais le problème, c'est qu'il achète plus Fiat. Donc l'usine part ou coule. Et c'est ça le problème, en fait. C'est que vous disloquez les pays en faisant ça. Donc c'est compliqué. Le taux de change, ça impose un protectionnisme autour d'une zone dans laquelle les gens veulent vivre ensemble. Voilà. Et du coup, la troisième solution, c'est les peuples qui disent non et qui se révoltent, qui votent pas comme il faut, comme on nous le répète de temps en temps. Oui, on a fait voter les Français, mais ils sont un peu bêtes, ils n'ont pas voté comme il fallait. Et du coup, au bout d'un moment, on leur dit non. Et les gilets jaunes, typiquement, c'est le moment où on leur a bouffé leur dernière marge de manœuvre. Vous savez, il y a les dépenses contraintes. C'est le loyer, les enfants, l'école, la cantine, tout ça. Puis après, vous avez un petit variable en haut, là, qui est la dépense libre que vous pouvez utiliser. Et ben, quand ils ont monté le prix du gasoil ils ont monté le prix du gasoil, la dépense libre disponible dans les campagnes a disparu. Et du coup, les gars se sont retrouvés... pas pendus, mais ils n'avaient plus aucune liberté, puisqu'ils n'avaient plus de marge de manœuvre. Et là, ils ont commencé à sortir sur les ronds-points avec l'histoire qu'on connaît. Et là, les gens disent non. Voilà. Donc, si on dit non trop souvent, et notamment ce qu'on regarde beaucoup, c'est l'Italie, parce qu'ils vont bientôt voter, s'ils votent mal, entre guillemets, et à ce moment-là, si l'Italie sort de l'euro, c'est terminé, quoi. Donc, c'est pas pour rien que Mario Draghi se retrouve en Italie en tant que... voilà. Ça n'arrive pas par hasard, ce genre de choses. Donc, au final, voilà pour l'Occident, c'est l'état actuel des choses. Voilà. Et aux États-Unis, ils vivent au-dessus de leurs moyens et ils ont des déficits monstrueux. Et nous, on a des problèmes de taux d'intérêt et taux de change. Et puis, à côté de ça, il y a un continent qui se réveille, qui se lève, qui est la Chine, et ce que j'appelle la Chine étendue, c'est-à-dire la zone d'influence de la Chine. Et on le voit bien dans les travaux de Dalio, hein, les États-Unis sont en fin de cycle, ils ont passé le retournement et maintenant les États-Unis gèrent la décroissance. Et on le voit, mais tout le temps, je veux dire, quand il y a quelques années, il y a un truc marrant qui s'appelle l'extraterritorialisation du dollar. C'est-à-dire que les États-Unis ont décrété que si vous échangez du dollar entre vous, la CIA a le droit de regarder et vous êtes sous le coup des tribunaux américains si vous enfreignez les lois américaines. Que vous soyez n'importe où dans le monde, on s'en fiche. Donc ça, c'est l'exportation du droit américain via le dollar. Et ça, c'est un réflexe de gars qui n'a pas envie de crever, quoi. Je veux dire, il s'accroche à ses privilèges et il dit, non, si tu violes mon embargo que j'ai établi avec l'Iran parce que tu vends des patates à un Iranien parce que je ne sais pas, je te mets des amendes. Et ce qui s'est passé avec la BNP, ça a quand même coûté 8 milliards. Parce qu'ils ont utilisé des dollars dans des transactions avec l'Iran qui ne regardait en rien les États-Unis. Ils ont été condamnés par les États-Unis. Quand vous voyez Joe Biden qui fait la promotion d'un impôt mondial, d'une harmonisation fiscale mondiale, etc., ça aussi, c'est un réflexe de survie, en fait. On n'a pas envie de laisser passer... on n'est pas moteur et on n'est pas innovant quand on fait ça. On gère la décroissance, on gère le déclin. Et ça se voit, hein. Enfin, je veux dire, c'est là. Et à l'inverse, la Chine... je parle de la Chine et des États-Unis parce que c'est des empires, donc ils ont tous les outils à leur disposition, alors que nous, on est plus suiveurs parce que voilà. Et la Chine, c'est l'inverse. Eux, ils sont complètement contracycliques par rapport à nous. Et pour le comprendre, il faut remonter à la fin du maoïsme, en 72, à la mort de Mao, 76, 72, où Deng Xiaoping a repris le pouvoir, parce qu'il était déjà là, Deng Xiaoping, mais tant que Mao était là, il faisait pas trop de vagues. Et en 78, il a repris en main le parti chinois. Et il a une phrase que je trouve assez marrante. C'est un gars qui a beaucoup de flegme. Il disait avec le maoïsme, on a eu raison à 70%, mais on s'est quand même trompé à 30%. Et il faut savoir que la révolution culturelle, qui était la fin de l'horreur maoïste, ça a marqué les esprits. C'était... c'est l'autocritique, c'est la dénonciation, c'est les excommunications du parti, c'est tout un... Voilà. Et
au premier rang de tous ces gens-là, Xi Jinping en a un souvenir très vif, parce que son père a été excommunié du parti pendant 17 ans. Donc on l'a montré, regardez, c'est un salaud, allez, explique-nous pourquoi tu es un salaud. Voilà. Donc ces gars-là, les dirigeants chinois qui sont un peu âgés et qui tiennent les rênes, ils sont issus de ça. Ils savent ce que c'est une dictature, alors que nous, il n'y a plus personne en France, dans les anciens, qui se souviennent, dans les politiciens, qui se souviennent de ce que c'est qu'une dictature, ce que c'est que d'avoir faim, ce que c'est de souffrir. On vit dans le confort depuis longtemps. Les dirigeants chinois, non, ils sont issus de ça. Donc déjà, ils sont pas câblés comme nous, quoi. C'est intéressant à comprendre parce qu'on dit ouais, c'est marrant, c'est une dictature qui marche. Et en fait, ça c'est vraiment personnel, hein, mais je pense que c'est pas la dictature qui marche. On y viendra, ça a un rôle, mais c'est surtout que les gars qui sont au pouvoir, ils ont une compréhension, une vision du monde et une appréhension des risques et de l'effort qui est pas du tout la même. Ibn Khaldoun, les temps difficiles font des hommes forts. Et du coup, les Chinois se sont transformés en ce que j'appelle des camarades capitalistes. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, bon, finalement, maintenant qu'on n'a plus rien à manger depuis le grand bond en avant, il faut se remettre à faire des usines, à produire, à se moderniser, à créer. On n'est pas dans l'innovation, hein, on est dans le rattrapage. Et là, ils ont fait ce que j'appelle un pacte faustien avec l'Occident. Alors, il est faustien pour nous, hein, pour eux, c'était très intelligent. Et puis ils n'avaient pas très loin. Enfin, c'est même le plus intelligent, c'est pas de la malice, c'est ce qu'il fallait faire. C'est de dire on veut des usines, donc on est prêt à vous fabriquer des choses et à vous les vendre. Et en retour, les États-Unis leur ont dit d'accord, mais on vous paye avec des petits bouts de papier sur lesquels on vous écrit qu'on vous doit de l'argent. Donc des fameuses obligations américaines, il y en a pour 1000 ou 1300 milliards en Chine. Donc, parce qu'ils en ont stocké pendant 50 ans. Et l'idée, en fait, c'est que les États-Unis et l'Europe, enfin surtout les États-Unis, ont accepté un transfert de richesses industrielles en Chine en contrepartie d'une production chinoise à bas prix. Et les Chinois ont sacrifié une génération et demie de leur peuple, 50 ans, pour faire cette transition où ils ont bossé pour rien ou pas grand-chose pour acquérir l'outil industriel. Et ils l'ont fait remarquablement bien. Il faut quand même leur reconnaître que sacrifier une génération et demie au boulot, dans des conditions coup-ci, coup-ça, voilà, ils ont fait l'effort. Et aujourd'hui, la Chine a quasiment rattrapé l'Occident. Donc ça, c'était la phase de rattrapage des camarades capitalistes. Et c'est pour ça que donc normalement, ça devrait se terminer aux alentours de 2025, parce que la demande intérieure chinoise, qui est un peu le cap, une fois qu'on a toutes les usines, qu'on sait tout fabriquer, si on a la demande intérieure qui permet d'acheter tout ça et de fonctionner, on a une économie autonome et qui fonctionne, quoi. Enfin, pas autonome, mais fonctionnelle. Et ça, c'est prévu pour 2025. Ils font des plans quinquennaux tous les 5 ans. Là, ils viennent avec des plans. Et ça a redoutablement bien marché, puisque sous certaines façons de compter, notamment les parités de pouvoir d'achat, quand vous ajustez du prix du burger, etc., le PIB de la Chine est déjà supérieur à celui des États-Unis. Si vous comptez en nominal, ce n'est pas le cas, mais en réalité, si vous ajustez ça de l'inflation, oui. Donc ça, c'est une réalité. Quand on dit, des fois j'entends dire la Chine peut pas, c'est un pays exportateur qui ne peut pas se passer de nous parce qu'ils n'ont pas de demande intérieure, c'est faux. Le revenu moyen chinois, c'est 850 €. Donc on va me dire, 850 €, c'est pas beaucoup, enfin un dollar. Mais le problème, c'est que le yuan est largement sous-évalué. Si vous remettez le yuan 2 fois plus cher, bah, ils sont à 1500 $ par tête de pipe. Donc, et il y a beaucoup de têtes de pipe. Donc, non, la Chine, c'est plus une blague, c'est là. Et pendant toute cette période, 1980-2025, ça s'est bien passé, je pense, sur l'aspect autoritaire, parce qu'il suffisait de copier. C'est ce qu'on appelle le capitalisme ricardien. Ricardo, c'est un économiste qui disait les gens ont intérêt à se spécialiser en économie sur ce qu'ils savent faire, et on se répartit. Par exemple, vous produisez du blé au nord, du riz au sud, puis un gros fleuve là, qui traverse et qui gâche tout. Bah, vous faites un pont, et puis vous pouvez avoir du blé et du riz des deux côtés du fleuve. Ça, c'est du capitalisme ricardien. En autre capitalisme ricardien, vous avez une ville comme Beijing, Shanghai, Pékin, et ben vous dites il faut faire des périphériques, il faut faire des hôpitaux, des commissariats, des machins, parce qu'on sait que ça marche puisque les autres l'ont fait. Donc il suffit de copier, et ils ont bien raison. Et c'est pour ça qu'en 2010, je crois que c'était à Pékin, où il y avait déjà 3 périphériques, 3 cercles de périphériques supplémentaires après la ville, dans les champs.
Parce que les gars, mais ça dessert quoi là? Attends, ça va venir. Et aujourd'hui, tout est construit. Parce qu'il suffit de regarder. Et une dictature, pour ça, du coup, il faut reconnaître que c'est assez efficace parce que vous nommez des fonctionnaires au plan. Donc, comme on l'a fait dans les 30 Glorieuses, les ponts et chaussées et tous les grands corps de l'État français, c'était pour couler du béton en masse parce que voilà, il fallait rattraper. Et ben, ils l'ont fait et ils l'ont remarquablement bien fait puisque c'est 500 millions de personnes qui sont passées de la campagne à la ville en 20 ans. Sans révolution, sans guerre, c'est le plus gros transfert de population qui a eu lieu dans l'histoire humaine de façon pacifique. Et pacifique au niveau diplomatique. Enfin, voilà. Je ne dis pas qu'ils étaient tous contents d'aller en ville, loin de là, mais bon. Donc le capitalisme ricardien, ce qui est chouette, c'est que c'est fédérateur dans l'effort. Vous dites, il nous manque des hôpitaux, des machins, des trucs, il n'y a plus qu'à bosser. Vous ne gagnez pas forcément votre vie quand vous êtes en phase de rattrapage comme ça, vous n'êtes pas payé cher, mais vous progressez. Et ça, c'est super chouette. Je me souviens toujours de mes parents qui me disaient, moi, pour trouver du boulot, ça me prenait une journée, je traversais la rue. À l'époque, c'était vrai. Et je trouvais du boulot. Parce que tout est à faire. Donc du coup, là, ça se passe bien. Donc ça, nous, on l'a vécu aussi, hein, notre capitalisme ricardien, dans les années 30. Enfin, dans les 30 Glorieuses. Après-guerre. Et aujourd'hui, depuis 2008, il se passe quelque chose d'autre, parce qu'en Chine, c'est essentiellement fini, ça. En 2008, les Chinois se sont dit, oulala, vu comment ils gèrent les crises financières et la finance, a priori, on les reverra peut-être pas, nos sous. Donc, on a peut-être, et puis leur dollar, là, c'est pas très stable quand même. Donc, on a intérêt à dédollariser l'Asie. Et dédollariser l'Asie, ça consiste à foutre dehors les Américains en disant, bah non, mais votre monnaie, c'est sympa, mais notre monnaie, votre problème, nous, ça nous va pas. Si ça vous fait rien, on aimerait bien qu'on gère tout en yuan, quoi. Ce soit le yuan, la monnaie pivot en Asie. Et là, ils ont commencé à vraiment construire un yuan fort, c'est-à-dire à désindexer le yuan du dollar petit à petit. Il n'y a rien qui se fait brusquement en Chine. C'est dans le long terme. À le désindexer, à rajouter dans un panier de monnaie, à le rendre de plus en plus variable, etc. Et on a vu une convergence des monnaies en Asie du Sud-Est passé 2008. Ils ont organisé un serpent monétaire asiatique. On a dit ça c'est en bas, ça c'est le plancher, le plafond. Maintenant tout le monde se met en ordre. Et s'il y en a un qui dépasse, on lui prête de l'argent, etc. Donc ils ont mis en place un équivalent FMI et Banque mondiale en Asie. Et alors c'est plus symbolique qu'autre chose, mais quand même, les États-Unis ont quitté l'ASEAN. Donc l'ASEAN, c'est un groupement économique Asie, quoi. Et bien, les États-Unis ont quitté l'ASEAN en 2000, je crois, c'est pas l'année dernière ou quelque chose comme ça, mais très récemment. Et voilà, donc petit à petit, ils poussent les dollars. Et le yuan, notamment, s'ils ont un yuan numérique en cours, je dis en cours parce qu'il est déjà en test auprès de quelques centaines de millions de personnes, c'est la Chine, un petit test, c'est pas pour rien, parce qu'ils ont compris que la monnaie, c'est clé. Donc le yuan numérique, ils sont les premiers à avoir une monnaie numérique banque centrale, les MNBC, et ils ont adossé leur yuan sur l'or, parce qu'ils achètent de l'or, mais comme des tordus, ils produisent de l'or comme des tordus et ils ne le vendent pas, ça reste en Chine, et ils incitent leur population à acheter de l'or, mais ça, ils ont pas, culturellement, ça passe bien, mais il n'y a aucun frein à ça. En Chine, vous avez des distributeurs de lingots et de pièces dans la rue. Vous mettez 500 balles, bien, et votre panda qui sort. Panda, c'est l'effigie sur la pièce d'or chinoise. Parce qu'ils ont compris qu'une monnaie, si elle voulait être crédible, et c'est effrayant quand on voit les graphes de Ray Dalio où il met la confiance dans la monnaie met du temps et puis ensuite ça monte en puissance. On en est là, quoi. Je veux dire, les gars, ils sont en train de construire la monnaie la plus stable dont on dispose dans le monde. Et puis, ils ont aussi fait un marché, un exchange sur le pétrole pour pouvoir négocier le pétrole en yuan. Donc, ils chassent le dollar de tous les endroits où... En même temps, ils sont chez eux, les gars. Enfin, on peut les comprendre. Hein. C'est un peu leur zone. Donc, la Chine devient une zone de stabilité pour les années 2020 et plus, qu'on a... Enfin, si, nous on l'a vu venir, mais qui est concrète. Je veux dire, c'est plus un projet. Voilà. Le système obligataire est désinflationniste, c'est-à-dire qu'ils sont à 4% de taux d'intérêt aujourd'hui, un petit peu moins, 3,85. Et puis, ça va diminuer lentement, top, et on finira à zéro comme tout le monde, hein, mais peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans. Donc c'est idéal. C'est idéal pour un retraité qui veut mettre son argent. Il achète des obligations chinoises et puis hop, elles vont monter tout doucement. Et le retraité français, s'il achète des obligations chinoises sur 20 ou 30 ans, il va profiter de la baisse des taux
et de la hausse du taux de change. Parce que le taux de change, du coup, nous, il y a des chances pour qu'on ne soit pas aussi compétitif que le chinois, quoi. Donc, sur le système obligataire, ils sont en très bonne voie. Le système financier, il est en plein développement. Moi qui n'arrête pas de hurler après les banques en disant « vous inquiétez pas, les banques, depuis plusieurs années, j'ai dit les banques vont couler, les banques vont couler ». Puis on dit bah, « regarde, les banques, elles n'ont pas coulé, et ça n'a pas pété ». Je dis « bah, faut le dire vite, hein ». Les banques, depuis 2008, elles ont perdu 90% de leur valeur sur les marchés. Prenez les banques européennes. Donc quand vous avez perdu 90% de votre valeur, je parle à des entrepreneurs, vous voyez bien ce que ça veut dire, si vous n'êtes pas mort, c'est que quelqu'un vous a renfloué. Et c'est la BCE qui a renfloué les banques en organisant le plus grand transfert de pognon qu'on ait jamais vu sur la planète, en massacrant les taux. Ils permettent aux banques d'emprunter à -1 et ensuite de replacer la dette à 1% ou 1,5%. Et ça, c'est juste une manipulation des taux de change qui permet de sauver les banques. Alors, après, il y a 2-3 petits programmes aussi financiers de refinancement comme les LTRO pour remettre de l'huile quand ça grippe un peu comme en 2008 ou en 2012. Mais fondamentalement, c'est vraiment les taux d'intérêt et les conditions de refinancement des banques par la BCE qui a sauvé le... En fait, on a un système bancaire, j'appelle soviétisé, puisqu'on a une autorité centrale publique, à peu près publique, qui a fait redescendre l'argent sur les banquiers pour les sauver. Donc moi qui hurle sur les banques, sur le système financier en disant pas de bancaire dans le portefeuille, je veux pas en entendre parler. Et ben en Chine, par contre, on est dans le processus inverse puisque Hong Kong notamment se retrouve être en passe de devenir la place financière qui va financer le capitalisme ricardien asiatique. Et pourquoi la Chine a remis le grappin sur Hong Kong? On a dit ah ça y est, les Chinois ils pètent les plombs, c'est l'élan dictateur qui revient, ils veulent casser la figure à tout le monde pour les empêcher de parler. Mais pas du tout. Les gens, ce qu'ils ont fichu dehors à Hong Kong, c'est le dollar essentiellement. C'est l'influence américaine. Et ce serait, si, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, moi je ne suis pas dans les petits papiers des dirigeants chinois, mais si jamais il leur venait à l'idée d'envoyer des chars à Hong Kong et de casser le système hongkongais, eh ben, ça serait une catastrophe pour la Chine étendue. Parce qu'une réussite de la ricardisation de l'Asie passe par Hong Kong, passe par une place financière forte, avec une crédibilité forte. Et comme à Hong Kong, ils sont sur un droit anglais, avec une propriété privée qui n'a jamais été touchée jusque-là, ce serait une connerie faramineuse d'aller défoncer Hong Kong. Pour l'instant, ce qu'ils ont foutu dehors, par contre, c'est ils ont repris la main sur Hong Kong. Ils veulent chasser les dollars. Et au final, voilà, ils se retrouvent à faire une politique rigoureuse, alors que nous, on est en pleine expansion et on est en plein massacre de notre monnaie. Donc on a un soleil qui s'est levé à l'est, supplémentaire. On a un soleil à l'ouest et un soleil à l'est. Et les systèmes binaires, bah, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il va y avoir des mouvements entre les deux. Ça va être un peu... ça va tanguer, quoi. Parce que normalement... je sais pas si pour ceux qui ont fait un peu de physique, si vous mettez 2 soleils et des planètes autour, des fois il y en a qui... c'est pas stable, un système gravitationnel à deux points. Donc voilà. Et... le défi de la Chine, alors, parce que c'est pas tout parfait quand même là-bas, ils ont leurs problèmes aussi. C'est que une fois que vous avez rattrapé, une fois que vous êtes devenu le premier, vous pouvez plus copier, parce que personne vous dit comment faire, quoi faire, et ça. Donc, faut savoir ce que vous faites de vos énarques, de vos ponts et chaussées, de vos fonctionnaires qui faisaient du très bon boulot, mais maintenant ils ont plus de cartes, ça marche plus les plans. Il faut passer à l'innovation. Et Schumpeter, lui, il disait l'innovation, il faut détruire. Quand on innove, c'est destructeur. Quand on invente Google, quand on invente Amazon, on fout les libraires sur la paille. Donc c'est disloquant l'innovation. Et d'ailleurs c'est marrant parce que en fait on pourrait dire que Ricardo c'est le progrès. Avant on parlait de progrès parce que tout est chouette, il suffit de créer pour que ça amène de la richesse et du progrès. Et quand Schumpeter arrive, c'est chouette, mais ça fait quand même, ça tiraille les tripes. Donc c'est plus du progrès, c'est de l'innovation, c'est de la disruption. Et disruption, c'est bien ça. Hein. Disruption, il y a le côté où on débranche et puis on rebranche, quoi. Donc Schumpeter, les Américains en sont fans parce que c'est bien dans la mentalité américaine de dire, eh ben oui, bah moi je lance, c'est la réussite personnelle, je crée, je fais, et puis s'il y a des morts sur le passage, on s'en fiche. En Europe, on est beaucoup moins chaud, hein, surtout en France. Donc on a mis tout un tas de mécanismes sociaux pour amortir le truc parce qu'on se dit ouais, quand même là c'est quand même hard. Et en Chine, a priori pas du tout. Alors, le maître mot en Chine, c'est la stabilité. C'est-à-dire qu'on est sur des fondements culturels taoïstes et confucianistes
Et le centre d'attention culturelle, c'est le groupe. Donc le gars qui vient en disant « Ouais, alors moi j'ai une idée, on va faire des prêts directement avec Ant Group et ma filiale d'Alibaba, et on n'aura plus besoin de passer par les banques. » Et ben lui, il s'est retrouvé 3 mois ou 6 mois à cueillir des patates dans un laogai. C'était Jack Ma. Il a disparu, quoi. Parce que celui qui amène le désordre dans la société chinoise, c'est pas bien vu. C'est marrant de voir que les Chinois, ils ont inventé un tas de trucs avant nous. Ils étaient bien plus avancés, mais qui s'en sont jamais vraiment servis. La révolution scientifique, elle est apparue en Europe et aux États-Unis, quoi. Donc là, il y a un vrai défi, en fait. Je veux dire, une fois qu'ils ont fini ça, peut-être à la fin des années 20 ou au début des années 30, est-ce qu'ils vont être capables de se réinventer et de pousser les innovateurs devant en disant « Bon, allez, maintenant, on se retire ». C'est ça, hein. Puissance publique, je me retire et je laisse les gens innover. Je sais pas. Pour les 10 prochaines années, c'est un bon plan, mais après, c'est quand même une inconnue. Après, pourquoi pas, hein, j'en sais rien, moi. Le Covid dans tout ça. J'ai entendu beaucoup de remarques sur la crise des mesures anti-Covid, parce qu'on m'a dit « Ah, mais là, tout a été mis par terre, c'est un système qui s'effondre, on est remis en cause, on est en train de se faire renverser, etc. » Et alors déjà, je dis la crise des mesures anti-Covid, parce que ce qui nous affecte aujourd'hui, c'est bien les mesures qui ont été prises pour lutter contre le virus. Alors après, si on ne les avait pas prises, ça aurait peut-être pire, peut-être mieux, j'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, objectivement, ce qui nous met dedans, c'est la fermeture de l'économie. Donc c'est pour ça que je précise toujours, la crise, elle vient de là. Et ben, sur le plan des dynamiques économiques, tout ce que je vous ai dit avant, c'est pour vous montrer qu'en fait, on n'a rien inventé. On a accéléré tous les phénomènes sur les taux d'intérêt, la dette, le taux de change, etc. Mais ça fait 50 ans qu'on est là-dedans. On a juste accéléré les choses et on s'est rendu compte des écarts. Je veux dire, la Chine, moi j'en parle depuis 2-3 ans, elle n'est pas devenue ce qu'elle est aujourd'hui pendant le Covid. Et le discours a largement évolué sur la Chine. Mais c'était déjà là. Enfin, je veux dire, voilà, c'est juste qu'on s'en est aperçu, ça s'est révélé. Et nous, on est sur notre phase descendante et on a donné un coup d'accélérateur parce que tous les indicateurs se sont dégradés, mais sur leur même tendance initiale, quoi. Donc en fait, c'est une accélération du cycle. C'est pas une rupture. Ça n'a rien apporté de nouveau, j'ai envie de dire, le Covid. Et du coup, voilà, on voit les nombres d'entreprises zombies exploser, mais la dynamique était déjà là, ils étaient déjà en croissance, la croissance s'est accélérée. Le poids de l'État, qui était à 56% de mémoire avant la crise des mesures anti-Covid, il est passé à 65 aujourd'hui, là, au plus haut de la catastrophe. Et puis, peut-être il y aura un léger rebond derrière, donc ça passera peut-être à 62, 63, mais on repassera plus sous les 60% du poids de l'État dans le PIB. Et ce que je trouve assez... c'est marrant quand on dit comme ça, on dit ouais, c'est des chiffres, mais j'en ai à cirer, moi. Si vous vous dites qu'à 100%, vous êtes un pays communiste, c'est-à-dire qu'à 100%, c'est l'État qui planifie tout, et à 0% du poids de l'État dans le PIB, vous êtes dans l'anarchie, je sais pas quoi. Tout le monde est totalement libre. Donc d'un côté, vous êtes totalement libre, et de l'autre, vous l'êtes pas du tout. Et aujourd'hui, à 60-65%, on est plus un État communiste qu'un État libre. Enfin, on est plus... Et cette tendance... elle n'est absolument pas nouvelle. Et aux États-Unis, c'est pareil. Depuis le début du 19e siècle, le poids de l'État augmente comme ça. Touc, 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 touc. Il fait des paliers de temps en temps quand il y a des crises. Il va un peu plus vite. Mais c'est absolument pas nouveau. C'est juste que maintenant, on est sur des niveaux qui commencent à être compliqués. Parce que les 35% des gens qui financent le poids de l'État, c'est vous. Hein. C'est les entrepreneurs. Hein. Et c'est marrant parce que je m'étais amusé à faire un calcul tout bête. Si vous avez une SAS, donc ce qui est une forme d'entreprise, l'une des plus courantes qui soit dans l'entrepreneuriat, vous prenez 20% de TVA, 28% d'impôt sur les sociétés, 30% de flat tax pour tirer les bénéfices, vous êtes à peu près à 60%. Quoi. Je trouvais vous voyez, comme quoi le hasard fait bien les choses. Et ça, voilà. Donc avant même une entreprise qui est jeune, et ça c'est vraiment critique, une entreprise qui est jeune, qui se développe, prenez TVA, impôts sur les sociétés et les impôts de production, là, parce qu'il y a plein d'impôts de production, vous êtes à 50% déjà à peu près. Et le problème, quitte à ce qu'on taxe les gens à 60%, faudrait les taxer quand ils sortent le pognon, pas quand ils réinvestissent, parce que quand ils réinvestissent, c'est là où ils créent de la richesse. Donc en Suisse, par exemple, quand vous avez 7% de TVA et 15% d'impôts sur les sociétés,
puis on vous laisse accumuler comme ça. Ouais, vas-y, réinvestis, ouais, stock. Par contre, quand vous sortez l'argent pour vous payer, vous, en dividende, déjà, il n'y a pas de flat tax. Donc, et ils ont un barème qui est beaucoup plus sévère que le nôtre. Donc, si vous sortez des gros dividendes parce que vous avez bien réussi votre vie en Suisse, vous casquez beaucoup plus qu'en France. C'est marrant, hein. Le paradis fiscal, c'est celui qui taxe le plus. Mais c'est vachement intelligent parce que tant que le gars est productif, on lui dit vas-y, cours, ouais, vas-y. Et puis, c'est une fois qu'il aura des choses qu'on pourra... Mon père m'a toujours dit, on tombe pas un œuf, mais bon, voilà. Donc, le premier scénario de cette crise des mesures anti-Covid, le scénario central, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus débrancher. Vous ne pouvez pas débrancher les aides parce qu'il y a trop d'entreprises zombies, il y a trop de gens qui mourraient. On ne débranche pas le tonton qui est sous respirateur parce que personne n'a le cœur de tirer la prise, quoi. Je ne vois pas un politicien qui serait capable de faire ça. Donc on n'arrêtera jamais les aides. Quand on me dit « ouais, mais quand les aides vont s'arrêter », je t'inquiète, c'est pas pour demain. Et si jamais on le faisait, à ce moment-là, c'est une crise ouverte. Parce que si vous débranchez, là, dans les estimations que j'ai vues, c'est 50% des PME qui font faillite. Donc 50% des PME, ça veut dire 70% de l'emploi, parce que c'est les PME qui emploient le plus de gens. Et ça, c'est quelque chose que les gens ont du mal, en général, ça commence à grésiller. Les gens en face, ils ont les paupières qui battent et ça passe pas. Mais c'est une réalité. J'ai montré sur 2 articles. Alors, le premier, c'était McKinsey qui a sorti ça l'année dernière. Je crois que c'était en avril ou en mai 2020. Et il disait, voilà, nous, on a regardé l'Europe, là, et en faisant nos calculs, on a trouvé que 50% des PME, quoi, les smaller business, sont en risque de faillite dans l'année après les aides, quoi. Donc déjà j'ai vu ça, j'ai dit oh putain c'est chaud quand même. Bon. Et c'est passé comme ça, hein, on n'en a pas beaucoup plus parlé que ça. Et là il y a alors McKinsey, pour dire leurs études, c'est très polytechnicien, quoi, leur façon de faire les chiffres. Ils regardent les fondamentaux, ils analysent les chiffres macroéconomiques, les taux, donc c'est par le calcul. Et puis récemment il y a la CGPME qui a fait une enquête. La méthode française, au lieu on appelle les gens et dit alors t'en es où? Et c'est 55% des PME qui craignent la faillite. Donc on est visiblement sur les mêmes ordres de grandeur et avec des méthodologies radicalement différentes. Et clairement, ils se sont jamais parlé. Les gars qui ont fait le gars qui a fait l'enquête et le gars qui a fait l'étude chez McKinsey, voilà, ce serait vraiment le diable s'ils se connaissaient, quoi. Donc c'est pas moi, c'est pas mes calculs. Je veux dire, c'est le Parisien et Bloomberg. Donc c'est pas un truc. Enfin, c'est McKinsey et la CGPME parce que bon, la vie du Parisien. Donc quand on dit ça, quel politicien, on lui montre ça, il dit ah, tu débranches là, tes caps, pour y aller. Et c'est une expression allemande, apparemment, en 1945, où apparemment les Allemands se disaient il vaut mieux la fin dans l'horreur qu'une horreur sans fin. Et c'est un peu tout le problème des fins de cycle, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'y aller quand même. Mais c'est une vraie catastrophe, quoi. Alors après on me dit ouais mais dis pas ça, ça va foutre la trouille aux gens, tu vas les traumatiser. Mais moi je réponds attention, avoir peur c'est ça, hein. Les gens qui n'ont pas peur ils finissent écrasés sous un bus parce qu'ils traversent sans regarder, hein. Donc avoir peur c'est la première et en plus en m'adressant à des jeunes dirigeants en plus, donc jeunes et dirigeants, capacité à agir avec le temps devant soi. C'est clé en fait de prendre la mesure des choses. Parce que quand on voit ça, soit on se tétanise, et puis bon ça c'est pas très productif, et ça correspond pas trop au tempérament des entrepreneurs, soit on se dit comment je m'adapte. Et ça c'est plutôt, c'est pour ça que j'adore discuter avec des patrons, parce qu'en général la réponse c'est on fait comment? Comment on fait, on va en parler. Et moi je pense alors. Oui, puis la dette, un petit mot sur la dette avant de. La dette en fait on s'en fiche aujourd'hui. Parce que de toute façon, le sort de la dette est réglé. On sait qu'on ne la payera pas. Il ne faut pas arrêter de se raconter des salades. Si on se met dans l'optique, voilà, on regarde les choses, on ne payera pas la dette. Et pas payer la dette, ça veut dire, et d'une, que la dette qu'on détient en interne, donc quand la BCE imprime de l'argent, celle-là, ce n'est pas grave, parce que ça s'est déjà traduit dans un appauvrissement général. Quand vous imprimez de l'argent dans le pays, vous déréglez tout au moment où vous injectez l'argent.
Donc ça ne sert à rien en plus de vouloir le retirer en disant bah, tiens, maintenant je vais essayer de récupérer le sel que j'ai mis dans l'eau des pâtes. Il faut arrêter les conneries. Donc la dette de la BCE, on peut l'oublier. On peut tirer un trait dessus, non pas parce qu'on peut créer de l'argent sans limite, mais parce que le mal est déjà fait. Voilà. Donc que ce soit mal ou bien, c'est derrière nous. Donc c'est dans les tuyaux. Et la dette extérieure, donc une dette interne, se paye quand on l'émet. Et une dette externe, si j'emprunte aux Américains, se paye quand on la rembourse. C'est un truc que beaucoup de gens n'ont pas compris. Et là, effectivement, il va falloir aller voir les créanciers, mais il n'y en a plus beaucoup, parce que maintenant, on a beaucoup roulé la dette via la BCE. Il va falloir se mettre à table en disant, de toute façon, vous le savez bien qu'on ne remboursera jamais. Et en général, le réflexe du gars en face, c'est « Ouais, mais tu aurais pu attendre que je la passe à quelqu'un d'autre. » Mais voilà, à un moment, tout le monde le sait, donc la dette n'est pas un problème. Le problème, c'est comment on se remet à bosser. Ça, c'est un problème, parce qu'on peut agir dessus. La dette, elle, je ne sais pas... Il faut arrêter de se prendre la tête avec ça. Donc, dette interne et dette externe, ça c'est vraiment clé. Hein. La dette interne est payée au moment où on l'émet. Donc, voilà. Parce qu'il y a plein d'économistes à la télé qui se prennent la tête. J'ai même vu Thomas Piketty il n'y a pas longtemps qui disait oui, alors ce serait bien d'effacer la dette de la BCE parce que comme ça nous permettrait de nous réendetter à même hauteur pour financer la transition écologique. Waouh! C'est-à-dire, effacer la dette de la BCE, ça ne vous enlève rien, ça vous fait baisser un chiffre. Mais le mal est déjà fait. Donc c'est comme dire on va se réendetter parce que la première fois on réussira mieux la deuxième. C'est douteux. Mais effacer la dette de la BCE, ça n'a pas de sens. Ça a seulement du sens si on imagine que les Allemands vont commencer à vouloir nous tordre le poignet. Enfin, c'est des rapports internes, c'est des fâcheries de famille. Mais dans l'économie, ça ne changera rien. Donc c'est pour ça que je dis... Collectivement, si on se place au niveau de la superstructure, de l'État, de l'administration, il n'y a pas de solution à attendre de ces gars-là. Parce qu'ils gèrent la décroissance. Enfin, et puis ils gèrent ouais, bref, on va dire qu'ils gèrent. Et par contre, il restera toujours des responsabilités individuelles. J'ai jamais vu un village où un groupe de gens être condamné en disant allez, hop, Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, on vous condamne, quoique là, un peu petit quand même, mais... Vous êtes toujours responsable individuellement. Même pour la Deuxième Guerre mondiale, on a fait un procès à Nuremberg où c'était les gens. Ce n'est pas les groupes, c'était les gens. Quand vous êtes dans une manifestation, si vous cassez une vitrine, on vous jugera vous, on ne vous jugera pas la manif ou le groupe de gens. La responsabilité est toujours individuelle. On n'a jamais jugé un village dans un tribunal en disant ils sont... Voilà. Donc, et la responsabilité individuelle, c'est au cœur de l'entrepreneuriat parce que nous, on prend des risques sur notre capital et on assume les risques pour les autres. Donc, en contrepartie d'une rémunération, pas de souci, mais on est au cœur de ça. Donc, des temps difficiles forgent des hommes forts. Eh bien, messieurs et mesdames, c'est vous. C'est juste vous. Voilà. Et moi aussi. Bon. Nos grands-parents, la bonne nouvelle, c'est que nos grands-parents, quand même, ils ont amené la paix en Europe. Et c'était pas simple, quand même, parce que ça leur a coûté 40 millions de morts, c'était juste la deuxième. Il y avait la première, et puis au 19e siècle, il y a eu 3 empires de monarchie, des révoltes, des massacres. Donc, ils ont quand même fait un sacré truc, les grands-parents, pour pacifier l'Europe. Nous, ce qu'il faut qu'on trouve, c'est un nouveau modèle de société et se remettre au boulot. Bon, je préfère ma place à la leur. Voilà, c'est quand même plus accessible. Et comment on peut faire ça ? Eh bien, voilà, on a besoin de vous. On a besoin, ça c'est ma conviction, mais on a besoin d'entrepreneurs parce que l'entrepreneur, c'est le gars qui est capable d'avoir une vision de tout ce qu'il y a à disposition dans la pièce ou dans le pays et de se dire, tiens, là, lui, s'il me donne ça, et puis moi, je le revends à l'autre, et puis du coup, j'ai besoin de lui, il met en œuvre. Et en fait, la France, c'est un pays bourré de ressources intellectuelles et intellectuelle. Et l'entrepreneur, c'est celui qui est capable de la mettre en mouvement parce qu'il gère le risque. Donc, en fait, c'est clé. Tant qu'on a des ressources, on a besoin d'entrepreneurs. Alors, du coup, je vais vous dire les problèmes qui se posent et qu'est-ce qu'il peut y avoir comme piste de solution. Alors, un problème qui se pose, c'est l'énergie. C'est-à-dire qu'il va falloir gérer ce qu'on appelle la transition énergétique. Et au-delà des slogans, ça veut dire qu'il va falloir repenser notre modèle industriel et nos comportements. Parce que l'énergie, alors contrairement à ce que beaucoup disent, on ne va pas manquer d'énergie. Enfin, il y a des formes d'énergie qui diminuent et il y en a d'autres qui sont largement exploitables mais sur lesquelles on n'a pas fait les investissements.
Donc le pétrole, on peut oublier, c'est une énergie on va gérer la décroissance sur le pétrole. Voilà. On a passé le pic pétrolier conventionnel en 2007, donc tout le pétrole pas cher qu'on pouvait extraire entre 5 et 30 $, et ben, maintenant on a passé le maximum de production, donc on en produit tous les ans, soit autant qu'avant ou moins qu'avant, mais jamais plus. Et pour les pétroles non conventionnels, ça va pas tarder parce que pour tout un tas de raisons. Donc si c'est pas déjà fait, a priori, j'avais vu des études de l'AIE quand même. Hein. Donc l'AIE, c'est l'équivalent, c'est une organisation internationale pour l'énergie. Donc un peu comme l'OMS, l'ONU, tous ces trucs-là. Et eux, apparemment, avec leurs chiffres, on arrive à avoir un pic en décembre 2018. Tout pétrole confondu. Pétrole, gaz, machin. Donc pétrole. Donc voilà, le pétrole, on gère la décroissance et il y a des tas de façons de la gérer intelligentes. Notamment la priorité dans l'industrie, et ça je suis bien renseigné sur ces questions-là, parce que j'ai investi là-dedans, beaucoup, c'est de plus penser l'industrie en fonction des flux tendus pour alimenter les clients. Ça a été la supply chain hein, qu'on nous a rebattu les oreilles, qu'on a mis en œuvre pendant 30 ans, produire en flux tendus et minimiser les stocks. Mais là, au contraire, ça va être de produire quand on peut, c'est-à-dire quand il y a de l'énergie. Parce qu'un des gros problèmes de l'énergie, c'est qu'en France, par exemple, on produit 20% d'énergie en plus que nos besoins. Marrant. Sauf qu'on a des périodes où on n'en a pas. Et où il faut, voilà, on va avoir des shortages, des manques à certaines périodes. Et le problème, c'est que l'énergie, on ne peut pas la prendre au mois d'août et la balancer au mois de mai facilement, quoi. Ça se déplace mal dans le temps, et parce que ça se stocke mal, très mal. Si on voulait déplacer ces 20% avec du stockage, avec des batteries, il faudrait une quantité de batteries qui serait à peu près la surface de Paris sur, je ne sais plus, 5 ou 10 mètres de haut, quoi. Donc, c'est un truc monumental parce qu'on parle de quantité d'énergie phénoménale. Donc, il est plus probable, au-delà de ce qu'on nous raconte sur l'hydrogène, oubliez, l'hydrogène, c'est pas prêt avant 20 ans parce que c'est trop cher. Il est plus probable qu'on réorganise la production industrielle sur la disponibilité énergétique plutôt que d'inventer des trucs qui n'existent pas pour stocker. Mais ça, c'est un vrai sujet dans l'industrie, c'est réorganiser pour produire quand on peut. Donc ça consiste à faire du stock et à stocker quand il y a de l'énergie et à vendre après. Donc c'est exactement l'inverse de tout ce qu'on a fait pendant les 30 dernières années. Mais comme dirait l'autre, hein, faire et défaire, c'est quand même travailler. Et puis ensuite, un autre axe pour l'énergie, c'est la contrainte énergétique va nous emmener à écrêter les pics de consommation. Donc en gros, les trains vont arrêter de rouler du moins quand tout le monde consomme de l'énergie. Il va falloir réorganiser nos comportements en fonction d'une certaine disponibilité de l'énergie. Donc ça, et puis il va falloir en consommer moins aussi. Mais voilà, donc il y a énormément de choses à inventer là-dedans en fait. Et ça, c'est chouette parce que inventer, c'est notre truc. mais globalement, si on est malin et qu'on prend pas trop cher avec le réchauffement climatique, on peut s'en sortir en réindustrialisant, parce qu'il faut déjà faire revenir les usines pour les faire modernes, et en organisant la société différemment. Mais je veux dire, c'est pas la peine de mort. Hein. Si c'est que ça, entre guillemets, on s'en sort bien. C'est faisable. Il faut inventer des trucs et les mettre en œuvre. Donc, tout n'est pas perdu, loin de là. Et c'est pour ça que moi, je suis très critique quand il y a des gens qui appellent limite à mettre une dictature en place pour émettre, encore une fois, de bas en haut, des quotas machin, des quotas trucs, des quotas bidules. Parce que j'ai jamais vu l'innovation dans l'autocratie, quoi, dans la dictature ou ou de l'État, quoi. Voilà, l'innovation qui descend de l'État, c'est compliqué quand même. Donc, laissons la place aux entrepreneurs. Un autre problème qui va se poser, c'est le capital. C'est pour investir, pour entreprendre, il faut de l'argent. Et de l'argent, c'est-à-dire que des gens acceptent de vous prêter des ressources et de les mettre en jeu pour investir. Et là, vu ce qu'on a fait avec la création monétaire, je crois qu'on a épuisé un peu le joker. On risque de plus trop être crédible pendant un petit moment. Donc le système financier en Europe, il va falloir aussi le penser différemment. Et d'ailleurs, on le voit, le nombre d'entreprises qui n'arrivent pas à se financer auprès des banques, ça vous parle, je pense. Alors bon, les 6 derniers mois, la dernière année, c'est un peu différent. Mais pour la création et pas pour le soutien, c'est très compliqué de motiver des banques pour investir.
Et il y a des pistes pour ça. Alors, repenser la finance, surtout vu les orientations que prend la Chine, ça consiste à déleverager. Alors, déleverager, ça consiste à enlever le levier. Vous ne faites plus du levier sur la dette, vous à créer de l'argent, etc., parce qu'on ne vous fera plus confiance. Donc, on va plus se rapprocher vers quelque chose de l'appel direct à l'épargne. J'ai un projet, j'en parle, et il va falloir que je convainque les gens de mettre leurs jetons dessus, quoi. Donc, on revient, on décomplexifie la finance. Ce qui n'est pas forcément un mal, hein, d'ailleurs. Ça me va plutôt bien. Mais voilà, il y a sur la finance, et on voit il y a énormément de projets qui se créent sur la finance pour redonner des moyens de crowdfunding, de crowdlending. Il y a les jeunes avec les tokens décentralisés, Bitcoin en premier lieu, et la finance décentralisée, qui sont en train de bouillonner intellectuellement pour restructurer la finance différemment. Donc c'est un champ des possibles ouvert qui est absolument faramineux. Avec ce qu'on appelle malheureusement les crypto-monnaies, que j'appelle des tokens décentralisés, on est capable de faire des appels à l'épargne à travers toute la planète pour pas un copec, pour des frais plutôt faibles, et de façon directe. On n'a plus besoin d'intermédiaires financiers virtuellement. C'est un truc qui reste à inventer, mais on a la brique technologique pour le faire. Quand même. Et puis, il faudra sûrement en passer du coup par une refonte de la monnaie. Parce qu'une fois que vous avez fait un premier graphique au début, vous voyez la crédibilité de la monnaie, c'est ce qui part en dernier, mais une fois que c'est parti, c'est parti. Donc, on a effectivement, et là-dessus, je pense que les bitcoins et les tokens décentralisés vont changer énormément la donne, parce que c'est une technologie qui peut s'appliquer à la monnaie. Je ne dirais pas que c'est une technologie monétaire, mais c'est une technologie qui peut s'appliquer à la monnaie, qui est beaucoup plus efficace et qui permet de fonctionner en réseau. Vous déstructurez, en fait, vous n'avez plus besoin de tiers de confiance. La banque, à la base, ou le marché financier, mais surtout la banque, c'est le tiers de confiance. Il agrège les risques, il analyse les risques, il les agrège, et ensuite, il ressort un prix moyen, et hop, voilà. Et bien ça, globalement, on est en train d'inventer des choses qui permettent de le faire sans les banques. C'est quand même un truc de fou. Puis moi, ça me ferait du bien de ne plus avoir besoin du banquier, ce serait chouette. Donc ça, c'est pareil, c'est une piste et c'est à inventer. Donc moi, j'ai plutôt tendance à penser, et ça c'est mon avis, que les bons projets trouveront de l'argent, quoi. Voilà. Faut juste être bon, quoi. Faut arrêter le bullshit. Autre problème, alors la mutation d'une société disciplinaire vers une société de contrôle. Ça, c'est Deleuze. Deleuze, c'est un mec assez marrant, c'est un philosophe alcoolique, mais qui disait des choses intéressantes. Et en fait, ce que ça dit, c'est qu'on est en train de déstructurer la société d'une forme hiérarchique, où globalement, l'usine, on a le patron, le contremaître du contremaître, hein, jusqu'à l'ouvrier, puis on descend comme ça en pyramide. Et c'est une société de discipline, parce que tout est organisé, il dit, dans des bâtiments, dans des boîtes. Il parle de boîtes. Vous savez, l'hôpital, c'est une boîte, la prison, c'est une boîte, l'usine, c'est une boîte. Voilà. Et du coup, la règle de fonctionnement, c'est l'autorité. C'est la règle par l'autorité. On dit, tu fais ça, tu arrives à 8h, tu repars à midi. Et aujourd'hui, on est en train de passer vers une société en réseau, où au final on se met en contact en fonction de nos besoins avec des gens, et puis ça s'éteint. Moi j'ai des salariés, il y en a, je ne sais même pas à quoi ils ressemblent ni où ils habitent, et d'ailleurs je m'en fiche. On fonctionne par Internet, on fonctionne par contrat, on fonctionne différemment. Et puis un coup c'est lui, un coup c'est l'autre. Enfin, c'est décentralisé. La décentralisation, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et là, il y a énormément de pistes, il y a énormément de choses à inventer de ce côté-là. Alors, Internet est en train d'inventer il y a l'Internet de la valeur qui est en train d'être inventé. C'est-à-dire que les tokens décentralisés sont en train de faire la même chose à la valeur que Internet a fait à l'information. Donc, c'est un truc, il faut vraiment se pencher dessus. Je ne vais pas vous expliquer en 5 minutes parce que c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est très différent. Et quelque chose de très différent, c'est compliqué à comprendre parce qu'il faut mettre de côté ces schémas de pensée. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'économistes et de gens très intelligents qui disent autant de conneries sur le Bitcoin. C'est parce qu'en fait, ils prennent le concept
il dit bon bah ok, ça, de loin ça fonctionne comme ça. Ils l'intègrent à leur schéma de pensée et ils disent bon ça marche pas. Voilà. Mais parce que en fait ils raisonnent pas avec le bon cadre quoi. C'est juste ça. Donc il y a énormément de choses et il y a beaucoup de projets sur tout ce champ d'application. Et puis les organisations en réseau, ça a été aussi quelque chose de très à la mode. Et puis le travail n'en est qu'un petit aspect. Mais le télétravail, on voit, ça se généralise. Et puis on dit les managers, ah, mais je ne sais plus à quelle heure il arrive au bureau. Ah, comment je vais le fliquer, mais parce qu'en fait, on ne manage plus au flicage dans une société du contrôle. On contrôle, on manage par objectif, on manage par résultat. On fait différemment. Et là, il y a énormément de choses à inventer. Et vous êtes... beaucoup plus efficace. Vous éclatez vos concurrents quand vous n'avez plus de charges fixes, parce que vous payez plus de bureau, vous n'avez plus de transport, le gars, il travaille, les coûts ne sont pas les mêmes parce que lui aussi a moins de frais. Enfin, si vous arrivez à faire ça, le gars avec son usine à côté, il se fait éclater, parce que vous n'avez pas du tout les mêmes structures de coûts. Donc il y a énormément de choses à inventer là-dessus. Pour les entreprises, il y a aussi les entreprises libérées. Je grenouille pas mal intellectuellement autour de ça parce que on est en train de le faire dans une boîte où j'ai pris des parts. Alors libérer, responsabiliser, en fait c'est très compliqué et il faut vraiment voir ça au cas par cas. Mais en fait l'idée de ça, et c'est Jean-François Zobrist, je ne sais pas si vous connaissez, qui est le PDG, qui était, je crois qu'il est à la retraite maintenant, le pauvre, de Favi. Donc c'est une usine dans l'industrie automobile. Hein. Donc c'est pas l'épicier du coin, c'est un truc, il y avait 800 personnes chez Favi, je crois, au max. Et ben il explique que il faut casser en fait ces structures hiérarchiques pour redonner le pouvoir à celui qui fait. Et la responsabilité, du coup, ça c'est ce que j'adouse, à celui qui fait, parce que c'est celui qui fait qui sait. Et il dit, du coup, la structure n'est pas là pour emmerder le gars qui bosse, mais pour l'appuyer. Et voilà, c'est tout un concept, hein, les entreprises libérées. Il y a eu des bouquins, des expériences. Sur ma chaîne, je vais bientôt recevoir Gilbert Lippmann, qui a accompagné Favi en tant que consultant. Donc on va en reparler, c'est génial. Et en fait, c'est marrant parce que ça répond... Ce modèle d'entreprise-là répond aux attentes actuelles. Et notamment, ça me fait toujours marrer, on parle de génération Z maintenant dans les journaux. On se dit, oh, les jeunes, c'est compliqué, ils sont toujours sur leur téléphone, on ne sait pas ce qu'ils veulent, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Quand ils ne sont pas contents, ils le disent, et puis après, ils se cassent, on ne comprend plus. Mais parce qu'ils sont nés dans une société de contrôle et pas dans une société de discipline. Et vous ne pouvez pas... les poissons, ça grimpe mal aux arbres. Je veux dire, si on ne s'adapte pas à ce qu'on a sous la main, ça ne marche pas. Et ce qu'on appelle la génération Z, je trouve ça n'a pas beaucoup de sens, mais ce qu'on appelle aujourd'hui, si vous voulez faire avancer des gens, je pense que la question fondamentale, c'est la question du sens. Pourquoi ? Et effectivement, quand le gars, vous ne l'avez pas sous la main, pour le manager, il faut qu'il soit responsable, qu'il soit autonome, qu'il soit... Et ça, il y a quand même pas mal de trucs à inventer et d'organisations à trouver. Donc en fait, on vit une époque formidable. C'est une époque qui va être très compliquée et très dure, mais une époque formidable parce qu'il y a beaucoup de choses à créer et à inventer. Donc voilà, ça c'est juste pour vous dire qu'une entreprise en hiérarchique, globalement ça ressemblait à ça, hein, c'est l'arbre là, c'est une pyramide. Et une entreprise en réseau, on s'imagine un réseau un peu comme Internet, on s'imagine souvent le truc fully connected, là, avec plein de points tous reliés. Mais une entreprise en réseau, ça peut prendre plein de formes. C'est-à-dire qu'une pyramide, on voit bien à quoi ça ressemble, mais l'organisation en réseau, c'est loin d'être banal comme concept. Ça recouvre une diversité de réalités qui est très grande. Donc, il y a énormément de questions à se poser. Et puis, c'est comme d'hab, hein, faut essayer, trouver ce qui marche et puis le faire. Mais c'est pas simple, c'est pas un modèle, l'entreprise en réseau, c'est pas un modèle. C'est des choses à inventer. Alors, conclusion, aujourd'hui, la crise ne se ressent pas parce que les effets sont camouflés. Moi, je suis stupéfait. J'ai de l'immobilier à Lyon. J'ai vendu ça, mais... juste après le confinement, le premier confinement, et les gens se ruaient sur l'immobilier à Lyon. J'ai dit, mais vous êtes malade. Je n'ai pas dit ça à mon acheteur, mais... Enfin, si, je lui ai dit, en plus, c'était un copain, je lui ai dit, tu sais, quand même, là, tu es en train d'acheter en ville, dans des zones qui se disloquent. Au moment du télétravail, au moment où les gens vont vouloir aller à la campagne, au moment où on est en train de restructurer les flux, toi, tu m'achètes quand même 4 apparts en ville. Il me dit, ouais, t'inquiète, je gère. Vas-y.
Donc ça, les effets sont camouflés à cause justement de cet argent. Quand on injecte de l'argent, il y a de l'inertie avant d'en voir les conséquences. Donc aujourd'hui, tout va bien. J'ai revendu ma maison dans le Jura, et ben je l'ai vendue. Les gens partent à la campagne. Je veux dire, j'étais en train de couper un arbre dans le jardin et des mecs qui s'arrêtent en me disant, vous n'avez pas des maisons à vendre? Je dis, si, la mienne, mais parce qu'en agence, il n'y a rien. J'ai demandé aux agents immobiliers, j'ai dit, ça vaut combien une maison? Ils me disent, comment ça? Bah aujourd'hui, on voit un peu de tout, hein. Parce qu'il n'y a plus vraiment de prix de marché dans les zones. Et moi, c'est un village de 150 habitants dans le Jura. Hein. C'est pas, je suis pas à Saint-Malo ou dans des trucs chouettes avec la mer. Ou non, on a des lacs, c'est joli et tout, mais c'est la campagne, quoi. Voilà. Et voilà, aujourd'hui, on est dans une restructuration, tout le monde se cherche. Donc la première étape, c'est d'ouvrir les yeux et de constater la casse qui a lieu sans haine ni regret. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu, souvent on est ébahi, on est stupéfait, puis après on est en colère. Alors bon, il faut le faire, hein, c'est pareil que ça fait des étapes. Ma femme est psychologue, elle me dit c'est normal, c'est normal. Bon. Mais en réalité, c'est juste comme ça. Voilà, c'est la réalité, c'est comme ça, il faut faire avec, il n'y a pas le choix, il n'y a pas de deuxième planète, il n'y a pas de plan B. Donc, mais c'est important de savoir, de comprendre, et ensuite de se dire, qu'est-ce que je fais? Donc là, les entrepreneurs, pour moi, ils sont au cœur du redressement parce que c'est la base. Nous, on est sur le terrain avec nos salariés, avec nos fournisseurs, avec nos clients. Et en vrai, c'est à nous d'inventer. Et comme c'est souvent nous les plus créatifs en termes de business, c'est à nous en fait de dire on va peut-être essayer ça, hop, qui même me suivent. Et puis, comme d'habitude, hein, on va se planter. Puis, comme disent les Shadocks, plus ça rate, plus ça a de chances de réussir. Voilà, donc il y a beaucoup à inventer et puis on a quand même beaucoup de moyens sous la main. Voilà. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.